Bonjour à tous, un grand merci d'être présent. Je vois le compteur augmenter. On va attendre encore un tout petit peu que les inscrits participent. Je commence ma nouvelle conférence, Carole. On va attendre encore 2 petites minutes pour laisser le temps aux gens de venir. Hop, je rappelle aux chers intervenants qui vont intervenir ce matin de ne pas oublier de couper leur micro en plus de leur webcam et de le remettre au moment d'intervenir. Un grand merci. Encore 1 minute et on va démarrer. Hop, merci pour votre patience, on va y aller. Ça va faire venir les derniers. Un grand merci, bonjour à tous, un grand merci d'être présents avec nous. Je suis Alban Herbès, responsable régional de BPI France pour l'Amérique latine et les Caraïbes. On est ensemble pour la prochaine heure. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur le chat, on les relaiera à nos intervenants et on tâchera d'y répondre. On est réunis aujourd'hui afin de marquer le point de départ d'une initiative née cette année au Mexique entre Altios, Business France et BPI France. L'ADN de nos 3 institutions, c'est accompagner les entreprises françaises à se dépasser tout en leur fournissant l'accompagnement et la sécurité nécessaire pour se déployer à l'international. Cette année troublée et compliquée nous a tous poussés dans nos retranchements. Les difficultés sont encore nombreuses et la crise n'est pas terminée. Cependant, chaque jour, les entreprises françaises, les entrepreneurs nous prouvent qu'ils savent avancer, qu'ils savent se réinventer, même dans des temps difficiles, et identifier les opportunités quand elles se présentent. Je reprends à mon compte une phrase légèrement provocatrice de Pedro Novo, qui est le directeur exécutif de BPI France en charge de l'export, et qui nous dit « Réussissez votre crise ». Alors, réussissez votre crise parce que malgré celle-ci, il y a des raisons d'espérer, de se réjouir, mais aussi de faire de très bons coups. De très bons coups, il y en a beaucoup en Amérique latine. C'est une terre incroyablement riche d'opportunités et de possibilités de développement. Alors maintenant, parlons de l'initiative et du thème du jour, les croissances externes. Les entreprises ne sont pas toutes armées de la même façon pour faire face à des événements comme ceux de cette année, et le constat est très simple. Il y a en ce moment, en Amérique latine, des outils industriels de grande qualité, des entrepôts, des systèmes de distribution qui sont à vendre et à des prix extrêmement intéressants. Le tout, c'est de pouvoir les identifier et d'être accompagné pour les acquérir. C'est pourquoi, aujourd'hui, 3 acteurs du développement international mettent en commun leur expertise dans un seul but, faciliter vos croissances externes en Amérique latine, le tout reposant sur 3 points. Le sourcing, la sécurisation et l'accompagnement, et le financement et l'assurance. Nos 3 démarches très complémentaires se décomposent ainsi.
On a Business France, l'agence publique en charge de l'internationalisation des entreprises françaises, qui est présente dans les 5 principaux pays de la zone avec une cinquantaine de collaborateurs et qui est capable de vous identifier et de valider les meilleures entreprises latino-américaines pour assurer votre développement en Amérique latine, notamment via les croissances externes. Altios, qui accompagne depuis 30 ans les PME et ETI françaises dans leur développement à l'international, sur 22 pays avec 450 collaborateurs et une équipe dédiée aux recherches de cibles small et mid-cap à l'international. Ils sont présents en Amérique latine, au Brésil, au Mexique, en Colombie. Et Altios vous accompagne sur toute la partie négociation, coordination et signature de l'acquisition. Et enfin, BPI France, quant à elle, met à disposition ses outils de financement, d'investissement et d'assurance afin de vous accompagner dans l'acquisition dans les meilleures conditions et avec des montages financiers qui vont minimiser votre risque. Nous aurons le plaisir d'organiser une tournée dans plusieurs villes et la plupart des régions de France à partir de fin janvier 2021 pour vous présenter plus en détail notre rayon d'action et les opportunités déjà identifiées. Maintenant, pour parler de tout ça, je suis accompagné de Richard Gomez, qui est le directeur Brésil et directeur de zone Amérique latine pour Business France, Didier Koch, qui est directeur associé d'Altios Brésil, et de 2 chefs d'entreprise qui nous font l'immense plaisir de nous parler de leur expérience terrain en Amérique latine. Éric Boitin, qui dirige le groupe CERAP depuis 2000. C'est une entreprise spécialisée dans la conception, fabrication et vente de cuves et machines chaudronnées en acier et inox. Et Stéphane Lenning, qui dirige les laboratoires Lenning depuis 2003, les laboratoires qui conçoivent et produisent des spécialités homéopathiques de phytothérapie, phytocosmétiques et des compléments alimentaires. Je vous remercie chaudement d'avoir répondu à notre invitation et partagé votre riche expérience aujourd'hui. Cette initiative, elle n'a pas vu le jour en Amérique latine par hasard. Richard, maintenant, je te laisse la parole. Richard va vous détailler plus en détail la richesse de ce continent et les opportunités dont il regorge. Richard, à toi, merci. Oui, merci Alban, bonjour à tous. Donc Richard Gomez, je suis directeur de Business France sur l'Amérique latine. Comme l'a dit Alban, nous sommes présents sur 5 grands pays. Et j'ai une petite présentation à vous montrer qui vous permettra effectivement, j'espère, de commencer à vous convaincre que l'Amérique latine est un enjeu intéressant, très intéressant pour vous aujourd'hui. Pourquoi l'Amérique latine et pourquoi maintenant? Donc c'est une bonne question à laquelle on va essayer de répondre. Voilà, on y arrive. Donc c'est un marché de 650 millions d'habitants. Donc vous comprenez effectivement qu'avec une zone qui représente 10 fois la population française, ça devient très très intéressant. C'est très intéressant également pour les entreprises qui sont déjà présentes sur les marchés ibériques, parce que finalement le premier pays de langue officielle portugaise, c'est le Brésil avec 210 millions d'habitants. Et les 2 premiers pays, je n'en ai cité qu'un qui est le Mexique, mais les 2 premiers pays de langue espagnole en termes de taille dans le monde, c'est le Mexique et la Colombie, avec 130 millions d'habitants pour le Mexique et pas loin de 50 pour la Colombie, donc bien devant, encore une fois, même l'Espagne. Des projections optimistes, donc selon les études de PricewaterhouseCoopers, le Brésil deviendra dans les prochaines décennies, donc d'ici 2050, la 5e économie mondiale. Le Mexique est prévu et projeté pour être la 7e économie mondiale. On a une forte proximité culturelle latine. Historiquement même, en France, on n'appelait pas l'Amérique latine, on l'appelait l'extrême Occident. Donc pour vous dire effectivement que ce sont bien des Européens notamment, et beaucoup d'Européens qui ont construit et qui ont développé ces pays et on les retrouve effectivement dans les centres de décision des grandes entreprises locales. C'est une zone de fort investissement étranger, donc 164 milliards de dollars d'investissement l'année dernière en Amérique latine. Donc bien évidemment le Brésil en prend une grosse part avec les 90 milliards, mais le Mexique est loin d'être négligeable parce que 36 milliards de dollars, c'est énorme. Et puis on a une opportunité de moment puisque les taux de change aujourd'hui sont extrêmement favorables, que ce soit l'euro ou que ce soit l'euro, c'est fortement apprécié par rapport aux monnaies locales, donc que ce soit le réal mexicain, brésilien ou le peso mexicain. On est effectivement face à des opportunités uniques quasiment de pouvoir faire de la croissance externe.
Les prévisions de croissance, je vous laisse les lire. Et de toute façon, on mettra ce document à disposition. Voilà, donc extrêmement, on va dire, négatif forcément en 2020, mais comme le reste du monde, à l'instar et même avec certains pays qui s'en sortent peut-être mieux, comme le Brésil, qui n'aura qu'une décroissance de 5,8% cette année. Et en revanche, l'année 2021 and beyond, comme on dirait en Amérique du Nord, sont extrêmement positifs sur l'Amérique latine. Quels sont les secteurs les plus porteurs? On en a identifié quelques-uns, donc surtout les smart cities. Donc en gros, la particularité du continent, c'est qu'il est extrêmement urbanisé. Donc près de 90% de la population vit dans une zone urbaine, ce qui veut dire que les besoins sont gigantesques, que ce soit sur la gestion de l'eau, gestion des déchets, l'éclairage public, mobilité urbaine, et bien évidemment tout ce qui est innovation et développement numérique. Et là-dessus, sur tous ces segments, les Français sont bien placés, sont des références ici en Amérique latine. Sur l'agroalimentaire, donc que ce soit en termes de produits ou que ce soit en termes de services ou que ce soit en termes de technologie au sens large et d'innovation, la France est attendue. La France est une référence aussi dans ce domaine-là et il existe de vraies opportunités sur ce marché. Les industries du futur, donc ce n'est pas forcément aussi connu que ça, mais après la Chine, je dirais que le Mexique est la référence en matière industrielle au niveau mondial. Et donc, le passage au 4.0 est un vrai défi notamment pour le Mexique. Et dans une moindre mesure, le Brésil également, puisque lui, il a une autre particularité, c'est que son protectionnisme a plutôt mis à mal son niveau de productivité. Et donc, on est quand même sur des industries qui doivent se réinventer et qui ne sont pas forcément prêtes à le faire. Et là, encore une fois, du côté français, je pense qu'on peut apporter un savoir-faire et identifier effectivement, comme le disait Alban en intro, des opportunités, de très fortes opportunités, au moins sur ces deux gros marchés. La santé. Alors, la France est déjà extrêmement présente en termes d'export. On est présent à la fois aussi en termes d'équipement, en termes de services, en termes d'innovation là aussi. Donc là, gros marchés qui sont très demandeurs de l'offre française et qui ne sont pas forcément productifs au niveau et innovants comme les Français peuvent être dans ce domaine-là. Idem sur la partie numérique. Ce sont des marchés extrêmement consommateurs. Donc, c'est une des zones, l'Amérique latine, des zones les plus connectées au monde. À titre d'exemple, Sao Paulo est la première ville en termes de courses Uber dans le monde entier. WhatsApp, c'est le deuxième pays au monde, c'est le Brésil. Donc, on a énormément d'opportunités dans cette partie-là. Dans la partie gaming, dans la partie fintech, qui est un souci historique, je dirais, de l'Amérique latine, et dans l'éducation aussi. Et là, encore une fois, l'épidémie a plutôt accéléré les choses, et donc on se retrouve effectivement face à ces secteurs-là qui sont extrêmement intéressants pour les entreprises françaises. Donc voilà, c'est les quelques secteurs que je voulais mentionner jusqu'à présent. Vous dire que taux de change favorable, économiques vont repartir dès 2021 et assez fortement, plus opportunités françaises qui sont extrêmement, encore une fois, des industries de pointe dans tous ces domaines-là. C'est aussi pour ça qu'on a créé cet événement avec BPI, avec Alpios, pour justement vous inciter à vous intéresser beaucoup plus à cette zone et de venir effectivement faire votre marché. Je repasse la parole à Alban. Merci beaucoup, Richard. Écoute, tu vas vite reprendre la parole parce que maintenant c'est à toi et on a hâte d'écouter le témoignage que tu vas animer avec monsieur Éric Boitin, donc de l'entreprise Serap. Donc, pour les 15 prochaines minutes, on va écouter le retour d'expérience de monsieur Boitin sur l'acquisition de son entreprise au Brésil. Voilà, je vous souhaite un bon échange. Merci Alban. Donc on passe en format binôme avec Eric. Bonjour Eric. Déjà, peux-tu nous expliquer qui est Serap? Qu'est-ce que vous faites et quelle est cette entreprise qui a décidé de s'implanter au Brésil depuis 2016? Ah, je crois qu'on a un problème de micro pour Eric.
Monsieur Boitin, je pense qu'il y a la petite icône avec le micro. Elle est en rouge. Si vous cliquez, elle va passer en vert en haut. Alors donc Serap, qui a racheté Cluridox en 2016. Donc on va voir le témoignage d'Eric qui va nous expliquer ce qu'est Serap déjà, et puis surtout un peu comment il a abordé cette croissance externe sur un pays comme le Brésil. C'est bon, merci. vous êtes connecté. Voilà. Ça y est, j'avais le micro coupé par organisateur, donc je ne pouvais rien faire. Merci d'avoir résolu ce problème. On t'entend pas? Oui, mais ça y est, c'est réglé maintenant. Bon, ce petit incident technique étant réglé, je vais pouvoir parler. Donc, merci à Altios et à Business France de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, je vais donc vous faire part de mon témoignage sur l'aventure Serap au Brésil, qui est une aventure qui a commencé en 1997. Donc, ce témoignage vaut évidemment par rapport à notre activité. Donc, il a été dit, donc nous sommes constructeurs de machines chaudronnées, notamment de refroidisseurs de lait à la ferme. Nous sommes leader mondial de cette activité. Et pour être leader mondial dans cette activité, le marché du Brésil est incontournable parce que c'est l'un des principaux marchés au monde. Donc, nous avons découvert ce pays en 1997 et déjà grâce à un VIE multimission qui nous a fait la première étude de marché. Ça nous a amené à trouver un distributeur. Et puis, ça n'a pas duré longtemps parce qu'en 98, il y a une crise économique au Brésil avec un effondrement brutal de la parité monétaire avec le franc de l'époque. Et donc, l'importation pour le distributeur est devenue très difficile, économiquement impossible même. Et donc, nos concurrents européens plus gros que nous sont tous partis fabriquer au Brésil. Et la petite PME Serap est restée sur la touche. Bon, ceci dit, on a continué à rêver au Brésil. Et en 2010, on a trouvé une autre façon d'y retourner. En fait, on a approché un constructeur brésilien de machines équivalentes aux nôtres, mais qui n'avait pas une gamme complète. Il ne savait pas faire les grosses machines, les tanks de grosse capacité. On lui a proposé de distribuer nos machines en complément des siennes. Et l'intérêt, c'était surtout pour nous de nouveau présents avec la marque Serap sur le marché brésilien et d'avoir un strapontin pour observer ce qu'il s'y passe. Et ça nous a amené à constater que c'était toujours un marché important, de première ampleur. Et donc, on s'est posé la question à partir de cette année-là, comment allons-nous faire pour revenir et s'implanter sur le marché brésilien de façon significative? On a vite compris que ça passait par l'acquisition d'un constructeur brésilien qui a un réseau de distribution pour pouvoir approcher les 800 000 éleveurs de vaches laitières brésiliens. Donc, on s'est dit, mais avec qui on va le faire? Alors pour ça, on s'est dit, il faut aller voir ceux qui sont déjà sur le marché et aller les renifler, si je peux me permettre ce terme un peu trivial, pour voir comment ils se positionnent, est-ce qu'ils sont ouverts à ouvrir leur capital à Serap ou pas, ou autre. Donc j'en ai visité un certain nombre avec une personne de mon réseau qui a organisé les rendez-vous. Et donc on a vu en fait ceux qu'on considérait comme significatifs. En fait, c'était ceux qui étaient présents sur le principal salon du matériel d'élevage brésilien. C'était une façon de les repérer, c'était peut-être pas la seule, mais c'est celle qu'on utilisait. Et donc finalement, après cette analyse et un certain nombre de visites que j'ai faites sur place, on est entré en négociation pour racheter la moitié du capital de notre partenaire, celui qui était notre distributeur. Donc on lance les audits et là on s'aperçoit assez vite qu'il y avait un gros souci. C'est que le passif fiscal, suite à des manipulations brésiliennes dans les comptes de l'entreprise, faites par la famille qui était propriétaire de cette entreprise, on rendait en fait l'entreprise inachetable parce qu'en fait le passif fiscal, donc le risque de payer des amendes au fisc brésilien était plus élevé que la valeur de l'entreprise. Ce qui en France aurait amené à une liquidation judiciaire immédiate, mais au Brésil, cette entreprise continuait quand même son activité. Ça, c'était en 2015.
Nous sommes en 2020, l'entreprise est toujours là, elle continue toujours son activité, elle n'a toujours pas payé ses amendes. Ça, c'est aussi le Brésil. Donc, ce projet s'arrête, et puis il fallait trouver une autre entreprise. Donc, à force d'actionner notre réseau, nous avons fini par repérer une autre entreprise qui s'appelle Plurinox. C'est celle que nous avons achetée en 2016. Et je dois dire qu'on ne l'avait pas repérée au départ, cette entreprise-là, parce qu'elle n'était pas présente au salon qui nous a servi de référence. Et donc, on a failli passer à côté, en fait. Mais heureusement, le propriétaire de cette entreprise voulait la vendre et c'est lui qui nous a approchés. Et ce propriétaire, il a possédé 2 entreprises au Brésil et je l'avais rencontré en 2012. Donc, on se connaissait. L'étape suivante, c'est on est en situation d'acheter Plurinox. Comment allons-nous faire? Donc, hein, tout le monde connaît, on fait du M&A, on prend des consultants, on prend un réseau, etc. C'est ce qu'on a fait. Hein, on s'est fait aider par différents éléments de mon réseau. Hein. Je citais entre autres, bien sûr, Business France, pour lequel j'ai eu des conseils sur le plan juridique notamment, ce qui m'a permis d'ailleurs d'arrêter la première option. On a eu aussi le Crédit Agricole qui nous a mis en relation avec un consultant M&A qui s'appelle Yves Jadoul, spécialisé dans la M&A dans le business de l'agroéquipement. Et ça, pour nous, c'était un critère intéressant. Et donc, c'est avec lui qu'on a fait toutes les négociations avec les vendeurs. Et il nous a même, par la suite, fait l'intérim de la direction opérationnelle de l'entreprise pendant les 2 mois qu'on suivit son achat, le temps qu'on recrute un directeur général, je dirais, à durée indéterminée. Et donc là, on est dans la prise en main de l'entreprise, du coup, avec j'imagine, un choc ou des différences culturelles que vous avez pu identifier. Oui. Alors, il y a eu là, déjà le premier choc, ça a été sur les comptes de l'entreprise qu'on examinait dans la phase des audits. Donc, on a été très bien accompagné sur les audits sociaux. Sur l'audit comptable, ça a été beaucoup moins bien. Au Brésil, il y a 2 choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'il y a 2 façons de gérer. Il y a le lucro presumido et le lucro real. Lucro presumido, vous payez un impôt sur chiffre d'affaires. Donc, vous n'avez pas du tout l'obligation de tenir une comptabilité juste et sincère. Je me suis bien fait comprendre. Hein. Pas d'obligation d'avoir une comptabilité juste et sincère. Ça veut dire en réalité au Brésil une comptabilité complètement, je dirais, faussée. Hein. Le dirigeant brésilien se fiche complètement de faire une comptabilité sincère. Et ce qui lui importe pour lui, c'est payer le moins d'impôts possible. Donc toute la profession comptable du Brésil est, je dirais, culturellement faite pour ça. Pas pour faire des comptes justes pour un investisseur opérant qui arrive, c'est pour payer le moins d'impôts et le moins de taxes possible. C'est pas la même chose. L'abus de bien social n'existe pas au Brésil non plus. Donc, pour un dirigeant propriétaire de son entreprise, confondre sa poche personnelle et celle de l'entreprise, ça ne pose aucun problème. C'est une pratique très courante. Il faut le savoir. Donc, quand vous voulez savoir combien vaut une entreprise sur la base de son EBITDA, par exemple, il faut savoir que l'EBITDA qu'on vous montre, il est totalement fantaisiste. Donc, c'est pas facile d'évaluer la vraie valeur d'une entreprise. D'où la nécessité d'être accompagné dans ce process. Effectivement, vous avez mentionné tout à l'heure le Crédit Agricole, effectivement, aussi sur l'identification de partenaires. Et culturellement, qu'est-ce que vous avez aussi noté à part la partie comptabilité? Sinon, qu'est-ce que on a? Ben, en fait, on savait quand même sur le plan commercial ce qui se passait. Bon, on savait, et c'est la règle chez Serap, on a d'autres filiales dans d'autres pays comme le Mexique et l'Inde. Et chez Serap, un dirigeant de filiale est forcément français. Hein. Donc ça réduit les risques d'incompréhension culturelle. Donc là, on a eu la chance de trouver quelqu'un. Et sur ce plan-là, c'est bien le Brésil parce que beaucoup de grandes entreprises françaises, notamment dans le domaine de l'automobile ou de l'industrie, sont allées au Brésil il y a 10, 15, 20 ans. Et donc, ont entraîné avec elles des cadres français, hein, qui ont commencé souvent comme VIE d'ailleurs,
qui ont une expérience de management, de direction de filiales brésiliennes. Et donc, les PME qui arrivent derrière, eh bien, on trouve des gens qui ont une bonne expérience là-dessus. Ce qui était notre cas, c'était un ancien dirigeant de la filiale de Fevley au Brésil qu'on a recruté. Et du coup, l'opération, il faut la financer, cet achat. Le financement d'opération, donc pour nous, c'était 9 millions d'euros. Donc le financement a été monté avec le Crédit Agricole, comme je dirais banque, on va dire coordinatrice. Donc on a monté avec elle un pool bancaire dans lequel on a aussi fait intervenir la BNP et le Crédit Coopératif, et également bien sûr la BPI, qui a apporté son mode de financement très particulier avec un différé d'amortissement. Les autres banques, c'est du 7 ans avec amortissement constant. La BPI, c'est 10 ans, dont 3 ans de différé d'amortissement. C'est-à-dire que les 3 premières années, on ne paye que des intérêts. Et c'était heureusement qu'on a fait comme ça. Et c'est là qu'effectivement, c'est pas assez connu, mais en fait, dans l'accompagnement international des entreprises françaises, on a vraiment une gamme incroyable qui est la Team France Export en France jusqu'au financement, jusqu'au VIE, etc. Vraiment, il y a une batterie de choses qui sont vraiment extraordinaires. Sur cette partie-là, donc sur le financement, donc le Crédit Agricole, la BPI, et l'opération a été, je dirais, sous-valorisée ou ça a été effectivement bien dimensionné par rapport aux besoins, et est-ce qu'il y a eu des surprises là-dessus? Alors, en termes de financement bancaire, c'était bien fait. Si c'était à refaire, bon, c'est bien d'emprunter en euros avec des taux d'intérêt à moins de 1%. Mais vous investissez une entreprise en reais, dont la valeur depuis 2016 où on investit s'est dévaluée de 40-50%. On a acheté avec un taux de change à 3,65, aujourd'hui on a 6,5. Si c'était à refaire, je pense qu'on emprunterait la moitié du financement au Brésil et l'autre moitié en France pour diminuer le risque de change sur l'investissement. Oui, sachant que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas qu'actuellement au Brésil, effectivement. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins douloureux, effectivement, d'emprunter localement, mais ça peut effectivement un mix de choses. Est-ce que, si c'est à refaire, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à mentionner pour ceux qui nous écoutent? Alors, la recherche de la cible, il faut être exhaustif dans la recherche de la cible. C'est-à-dire, avant d'acheter une entreprise sur un marché, il faut aller voir tout le monde, sans exception. On apprend toujours quelque chose et ça permet d'être sûr d'acheter la cible qu'on estime être la meilleure pour soi. Ok. On entend des voix derrière. Exactement, j'entends des voix, je ne sais pas qui c'est, mais on entend des voix derrière. Alors, donc, finalement, Florinox était la meilleure cible. Mais une chance que le vendeur nous ait approché en 2015, quoi. Bon. Le financement, j'en ai parlé. Donc, la prise en main, ça a été difficile. Culturellement, on croit que les Brésiliens, comme ce sont des Latins, et dans la présentation d'Alban, il y avait ça aussi, ou la vôtre, culture latine, donc culture proche de la France. Ne croyez pas ça. Il y a des grandes différences culturelles entre le Brésil et la France, notamment dans le business. Il faut être extrêmement prudent avec ça. Donc nous on a appris. Il y a une tropicalisation à tous les niveaux, effectivement, de l'aspect latin. Oui, et quelque chose aussi de très amusant, le vendeur de l'entreprise, donc ce sont des gens, leur nom c'est un nom français, c'est Simon. Bon, 5e génération au Brésil, originaire d'Allemagne. Et quand on voit ces gens-là, on se dit c'est des Allemands. Donc on imagine la rigueur teutonne dans la gestion des affaires. Mais c'est totalement faux, quoi. Ils sont brésiliens, magouilleurs, mais c'est incroyable, quoi. Donc, méfiez-vous. Donc, si je dois conclure, pour conclure cette partie, parce qu'on arrive effectivement à la fin de ce premier quart d'heure, c'est un marché primordial, il faut y être. Donc, c'était la principale raison qui vous a emmené sur le Brésil, parce qu'encore une fois, vos concurrents y étaient, et parce que la taille du marché est énorme, et parce qu'il faut absolument y être.
trouver la bonne cible, prendre le temps de trouver la bonne cible, donc Oui. et ne pas hésiter à s'appuyer sur justement le réseau et notamment encore une fois Business-France sur cet aspect-là. Être accompagné dans tout ce process parce que l'accompagnement et notamment Altios peut le faire sur identifier effectivement les vrais comptes de l'entreprise et faire un vrai audit des entreprises qui sont ciblées. Bénéficier du financement, je dirais, français en général, donc Crédit Agricole en tant que banque commerciale et BPI, donc bénéficier aussi de tous ces aspects-là. Et puis, je dirais que c'est un marché qui n'est pas simple, mais qui a priori vaut le coup, parce qu'effectivement, ensuite, la difficulté d'accès est ensuite, je dirais, compensée par ensuite la taille du marché que ça représente et le fait d'être sur place. Est-ce que avec ça, Eric, j'ai bien résumé? Est-ce qu'on est en bonne synchronisation? Parfait. Merci beaucoup, Eric, pour ce témoignage. Je repasse la parole à Alban, et on vous laisse poursuivre sur le deuxième intervenant. Merci encore, Eric. Ouais, merci à tous les deux pour ce témoignage très intéressant. On pourra refaire un résumé un peu à la fin, après le témoignage de Monsieur Lenning. On retient tous les aspects positifs et puis les aspects performants en France de l'accompagnement dès le début. Je vais laisser maintenant la parole à Didier Koch. Donc Didier qui va nous faire d'abord une introduction sur l'importance de bien sécuriser son acquisition en amont avant les négociations et en aval après le rachat, et qui va aussi nous faire bénéficier du témoignage de Stéphane Lenning sur lui aussi son acquisition au Brésil. Je vous souhaite un bon échange à tous les deux et puis on se revoit dans 15 minutes. Bonjour à tous, Didier Koch, directeur de Altios Brésil, et je remercie Monsieur Boitin qui finalement a très bien préparé le thème de mon intervention, qui est la sécurisation de votre projet d'acquisition en Amérique latine. Alors tout d'abord, de l'importance de bien sécuriser son acquisition en amont, c'est-à-dire avant les négociations. Comme l'a si bien expliqué Monsieur Boitin, toutes les cibles d'acquisition ne sont pas rachetables en Amérique latine. Et comme les négociations peuvent durer des mois, notre principal conseil est de réaliser un diagnostic, un pré-audit avant le lancement des négociations. Alors, que faut-il regarder? La comptabilité. La comptabilité est-elle fiable? Quelle est la capacité bénéficiaire récurrente de la cible, qui est un sujet important puisqu'il prépare la valo? La fiscalité, le droit du travail, tout cela est-il bien sous contrôle? Y a-t-il des litiges avec le fisc, des contrôles fiscaux, des prud'hommes? La concentration, par exemple, du portefeuille client pour évaluer la fragilité du business et préparer également la valo. Sujet très important en Amérique latine et au Brésil également. Toutes les autorisations obligatoires sont-elles bien à jour? Les autorisations de fonctionnement, donc les autorisations fiscales, sanitaires, environnementales, administratives. Bien évidemment, ce pré-audit n'exclut absolument pas un audit bien plus approfondi qui devrait être mené par des avocats, par des experts comptables, par des fiscalistes au moment du rachat. Ensuite, de l'importance de bien sécuriser son acquisition en aval, c'est-à-dire de réussir son intégration. Une fois que la société a été rachetée, vous venez de faire un chèque, quelques millions d'euros très probablement, et là tout commence, il faut réussir, il ne faut pas se rater. Alors tout d'abord la gouvernance, bien réfléchir à la gouvernance, qui est gérant, combien de gérants, les doubles signatures, et sujet spécifique pour le Brésil, vous devrez avoir un représentant des actionnaires étrangers, qui est une personne physique résidente au Brésil, c'est obligatoire. Comme l'expliquait M. Boitin, être très attentif aux questions culturelles. Les Sud-Américains sont tout en nuances, ont du mal à dire les choses directement, ne disent jamais non, ne supportent pas l'agressivité. L'importance du relationnel également avec des Sud-Américains. Or, un relationnel de qualité, ça se construit dans la durée. Bien choisir tous les experts, avocats, experts comptables, experts en affaires réglementaires qui vont vous accompagner dans la durée. Et puis surtout, avoir quelqu'un sur place, quelqu'un qui peut se rendre dans l'entreprise très régulièrement, une sorte d'intégrateur, pour faire le lien entre les équipes locales, si elles sont brésiliennes, et la maison mère,
et qui pourra intervenir sur tous les sujets comptables, fiscaux, administratifs, juridiques, réglementaires, RH, commerciaux, industriels, etc. Alors, notre conseil, c'est que cet intégrateur gagne la confiance des équipes locales. Il ne doit être absolument pas vu comme l'œil de Moscou, surtout pas. Il doit être crédible vis-à-vis des équipes locales. Et pour être crédible, nous recommandons qu'il soit gérant ou co-gérant de la filiale que vous venez de racheter. Comme ça, il sera vu par les équipes brésiliennes comme responsable ou co-responsable des décisions qui seront prises localement, parce que le gérant au Brésil est personnellement responsable notamment de tout ce qui touche à la fiscalité, au droit du travail, etc. Et puis ensuite, il est important que cet intégrateur soit force de proposition auprès des équipes locales et qu'il ne soit pas vu uniquement comme un passe-plat entre la maison mère et la filiale. Voilà, vous garderez ainsi le contrôle de votre filiale après le rachat. Je me tourne à présent vers Monsieur Stéphane Lenning, donc président du groupe Lenning. Bonjour Monsieur Lenning. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Pouvez-vous nous présenter le groupe Lenning en quelques mots? Oui, en quelques mots, c'est très, très compliqué, mais je vais effectivement tenter cette synthèse. Nous sommes un groupe familial, industriel, pharmaceutique qui évolue sur le secteur de la santé ou naturelle, autour de la raison d'être qui a été créée par le fondateur en 1935, mon grand-père, qui était effectivement de mettre à profit les bienfaits du monde végétal pour concevoir des solutions de santé naturelle, médicaments, compléments alimentaires, dispositifs médicaux pour soigner, prévenir les maux du quotidien et consolider le capital santé sur le long terme. Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être notre spécialité phare, L52, pour lutter contre les états grippaux, mais nous avons maintenant dans le groupe Lenning des centaines de produits. Donc aujourd'hui, effectivement, cette volonté se traduit peut-être de manière plus moderne parce qu'on résume par le green business durable, authentique et sociétal pour des consommateurs avisés. Donc voilà, nous on ne cible pas le mass market, on n'est pas dans le low cost, mais vraiment sur des consommateurs précis. L'expertise de base, effectivement, c'est d'extraire finalement les molécules, ce qu'on appelle les métabolites d'intérêt des plantes pour fabriquer des principes actifs de base qui vont ensuite, qu'on appelle des teintures mères, qui nous aident à fabriquer l'ensemble de ces médicaments. Donc aujourd'hui, le groupe Lenning, c'est un peu plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 360 collaborateurs, mais surtout, en fait, peut-être pour planifier, pour poser un peu le décor aujourd'hui, c'est une présence dans une quarantaine de pays à travers le monde, et en fait, pour faire ça de manière cohérente et pertinente, on a besoin d'être bien accompagné. Donc nous, on est accompagné depuis très longtemps maintenant par Business France, par BPI France aussi, qu'on avait connu plutôt d'ailleurs à travers Oseo, et ce sont effectivement des relations qui se construisent sur le long terme. On a pu d'ailleurs, grâce à Crédit Agricole, entrer en contact avec Atios pour justement réaliser différents projets, pas seulement pour le Brésil. Et puis effectivement, donc là aujourd'hui, on va avoir l'occasion de parler, j'imagine, beaucoup plus de ce Brésil et puis de cette acquisition. Voilà, tout à fait. Vous avez effectivement en décembre 2016, racheté la société brésilienne Apis Flora. Alors pourquoi le Brésil et pourquoi via croissance externe? Alors oui, ce sont deux questions qui sont liées. On avait identifié il y a longtemps finalement notre absence en fait d'un continent qui était le continent sud-américain. Clairement, on avait d'abord une démarche très très standard, de vouloir trouver un distributeur sur place. Et puis, dans nos investigations, on s'est trouvé confronté à des difficultés qui tiennent à ce qu'on a pu expliquer tout à l'heure sur la culture, importation des produits avec des taxes, une administration, on a cité le mot tout à l'heure, protectionniste. Alors on ne sait pas si c'est par habitude, par histoire ou si c'est par instruction du gouvernement, mais c'est vrai que c'est compliqué de rentrer au Brésil. En tout cas, ça peut être compliqué pour des produits. Il y a une culture business qui est potentiellement dangereuse. Donc, clairement, on avait identifié quelques concurrents des grands laboratoires internationaux qui avaient pris des distributeurs, qui avaient déposé des agréments pour commercialiser les produits, et puis qui, quelques années après, découvraient que le produit, parce que l'agrément devait être renouvelé, l'agrément avait été renouvelé auprès de l'administration, mais sans son nom, et puis c'est le nom du distributeur qui se retrouvait sur le dépôt et l'enregistrement
d'enregistrement. Donc voilà, il y a des, on parlait de culture un peu tout à l'heure, et puis de mots un petit peu comme Éric Boitin parlait de magouille tout à l'heure. Ça existe, hein, voilà, c'est vrai. Et donc voilà, il y a un intérêt vraiment très très fort de pouvoir se développer voilà, et de manière bien accompagnée. Et puis effectivement, alors voilà pourquoi, parce que le groupe Lening, vous l'avez compris, c'est beaucoup les plantes, et donc ça nous intéressait énormément d'être présent au Brésil pour différentes raisons. Déjà parce que nous avons un sourcing, hein, nous sourçons beaucoup de plantes. Le Brésil est connu pour notamment l'Amazonie, avec une biodiversité absolument incroyable. Donc pour nous, c'est un champ des possibles absolument énorme. Et puis en termes de marché, alors Éric Boitin en parlait tout à l'heure, effectivement, mais il y a une division santé animale chez Lening qui est basée à Clermont-Ferrand et qui a aussi un niveau d'export extrêmement important, sachant que le Brésil est le premier producteur de poulets au monde, éleveur, transformateur, voilà, on dit vulgairement producteur de poulets pour différents pays d'ailleurs dans le monde, pour McDonald's hein, notamment. Pour nous, c'était voilà, un double bonus, c'est-à-dire avoir une présence sur place avec une nouvelle gamme, en l'occurrence une gamme d'apithérapie, qui développe des produits autour de la ruche avec du miel, mais aussi cette propolis verte qui est si typique et unique au monde d'ailleurs, et qui est extraite de quelques régions au Brésil, et concomitamment de pouvoir muscler, développer aussi d'autres business comme celui de la santé animale, que je viens de présenter en quelques mots rapidement, qui est un business B2B, puisque là on fabrique des mélanges de plantes et d'huiles essentielles qui sont ensuite donnés aux animaux d'élevage, qui se retrouvent ensuite dans notre assiette, pour éviter toutes ces problématiques indirectes d'antibiorésistance. Donc aujourd'hui, voilà, avec ces formules, on est capable de remplacer les antibiotiques hein, en prophylaxie pour les animaux d'élevage, et notamment cette propolis verte dont je parlais tout à l'heure, voilà, est introduite maintenant, et depuis peu d'ailleurs, depuis 2020, elle est introduite dans certains produits qui sont commercialisés par cette filiale de santé animale du groupe Lening. Donc vous le voyez, une sorte de synergie qui était importante pour nous, et donc ce pays a tout de suite fait tilt pour nous en termes de développement. Donc on a mixé notre politique de croissance externe et notre politique de développement commercial. Comment s'est passé, Monsieur Linings, le processus d'acquisition de la société Apis-Flora? Avez-vous également quelques anecdotes croustillantes à nous raconter? Alors oui, effectivement, bon, c'est un pays haut en couleur, hein, clairement. C'est un pays où il fait bon vivre, où voilà, on peut vite se trouver tropicalisé, hein, comme le disait Richard tout à l'heure. Voilà ce que nous on a fait, parce que peut-être on avait aussi l'expérience dans d'autres pays. Voilà, on a immédiatement travaillé avec un accompagnateur, donc Altios, pour avoir un consultant, en fait, un prestataire expérimenté. Ça, c'est extrêmement important, et le prendre dès le début pour effectivement éviter toutes ces interprétations, et puis ne pas commencer à aller sur place par soi-même ou essayer de dégoter des noms. Ça peut toujours être fait, mais en tout cas, ça doit rentrer dans un process qui est vérifié, checké par des gens sur place, parce que Didier Coche, qui est ici avec nous ce soir, il habite au Brésil à 100% et il connaît le Brésil presque comme sa poche maintenant. Donc il y a une valeur ajoutée qui est vraiment concrète et conséquente, à la fois en termes de culture, en termes de business, en termes de gestion, en termes de suivi, et puis en termes de conseil, hein, finalement. La recherche de croissance externe, pour nous aussi, c'était obligatoirement un consultant qui nous connaît bien, hein, qui est bien briefé sur effectivement, Éric Boitin en parlait tout à l'heure, qui nous sommes, nos chiffres, nos résultats, mais plus largement aussi, et c'est très très important de le faire en amont, c'est quelles sont les valeurs en fait de l'entreprise donc européenne, hein, que nous sommes, quelle est notre philosophie, quelle est notre éthique, comment on voit notre horizon d'investissement, est-ce que c'est à moyen terme, à long terme, est-ce qu'on veut être absolument tout seul à 100% dans cette nouvelle structure, dans cette future acquisition. Ça, ce sont des points qu'il faut bien préparer dans un vrai cahier des charges qui va être en fait un guide ensuite pour la gestion. On parlait d'anecdotes tout à l'heure. C'est vrai que ça a été il faut faire des déplacements sur place pour se rendre compte, pour rencontrer les entreprises. C'est vrai qu'il faut rencontrer les gens sur place.
Ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas faire les choses par dossier. Il faut aller voir comment ils sont, où ils sont installés. Il faut les laisser parler, les écouter. On a eu, voilà, je me souviens de certaines, effectivement, de certaines interventions, voilà, où il faut prendre l'avion. On arrive à Sao Paulo, on prend l'avion pendant plusieurs heures. Et puis on arrive à suite voilà, dans des régions reculées, un peu typiques, plus rustiques, spécifiques. Et je me souviens de cette expérience. On avait été dans le sud du Brésil, où on avait effectivement, on avait été dans ce grand village qui était près de la mer, dans une crique qui ressemble finalement à l'image d'Épinal, avec une entreprise qui était finalement une entreprise de pêche qui voulait se rénover et puis se transformer pour commercialiser de l'oméga 3 provenant du saumon. Et là, c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'il y avait un décalage énorme entre l'entreprise, son contexte, ses bâtiments, le personnel, et puis le plan que nous avait présenté le chef d'entreprise, et puis son bras droit qui était plus un plan qui était celui d'Unilever ou de Nestlé, et qui était complètement démesuré. Donc ça, il faut prendre le temps pour déceler en fait ces incohérences. Et c'est pas de la perte de temps, parce qu'ensuite, voilà, on a une accélération qui est possible pour le choix de cible, et ensuite pour rentrer dans une phase de négociation qui est plus importante. Voilà ce que je pourrais rajouter effectivement sur cette partie pour bien en finir, parce que je fais quelques exemples et on n'a malheureusement pas le temps, mais il y a certaines personnes que nous avons rencontrées, et certains chefs d'entreprise qui peuvent vous voir comme des proies finalement de simples investisseurs, ou des gens à qui on va faire miroiter un plan de développement qui peut être farfelu. Et c'est aussi tout l'intérêt d'être accompagné avec quelqu'un qui sait décoder en fait le langage sur place. Voilà un peu voilà ce que je pourrais dire sur cette partie, Didier. Très bien. Stéphane, 4 ans plus tard, 4 ans après le rachat d'Apis Flora, quels sont les résultats? Alors, effectivement, une vraie satisfaction, hein, clairement. Alors voilà, on a toujours plutôt l'intention, ou plutôt l'intérêt de dire que voilà, les choses se sont bien passées pour nous. Effectivement, même s'il n'y a pas de formule magique, c'est vrai que dans l'intégration, ça a été aujourd'hui une réussite. On le voit avec le recul, pour de multiples raisons, parce qu'on a réussi effectivement à trouver ce contact avec la direction sur place. On a donc une direction qui est menée par l'un des fils des cédants, en fait, qui lui, c'était l'avantage aussi, avait fait des études à l'international, donc il avait notamment en Europe, donc il a une culture, déjà, il parle bien anglais, il a une culture effectivement très internationale, plus cosmopolite, et beaucoup plus large sur l'entreprise, donc il y a une capacité à prendre du recul, et puis une cogérance qui est faite justement par Altios, qui nous accompagne, et là aussi c'est une vraie valeur ajoutée pour pouvoir intervenir, et ça nous a permis effectivement de créer cette réussite aujourd'hui, pour une raison simple déjà, effectivement, donc on a des résultats économiques en chiffre d'affaires qui sont vraiment très bons, et en termes de résultats également qui montent de manière impressionnante. Et puis, il y a tout simplement une complémentarité entre nos équipes d'Europe et celles du Brésil. J'en parlais tout à l'heure à travers notamment cette propolis verte, un principe actif donc issu des ruches que nous utilisons en santé animale. En santé humaine, on a d'autres projets également sur des plantes, des fruits qui vont nous permettre effectivement de développer des solutions de santé naturelle pour l'Europe ou dans les 40 pays dans lesquels nous sommes présents. Alors, on fait bien sûr étape par étape parce que nous sommes dans le secteur de la santé, il y a beaucoup d'étapes réglementaires, mais en tout cas, il y a une vraie synergie et j'allais dire un écosystème qui s'est mis en place, notamment en matière de recherche et développement. Et pour nous, c'est un vrai goodwill en fait et un accélérateur de croissance, pas seulement au Brésil, pas seulement en France, mais ça nous permet effectivement de proposer des solutions qui sont en avance par rapport à nos concurrents et qui sont scientifiquement démontrées. Grâce à ces travaux de recherche et développement. Bien sûr, ça n'exclut pas le contrôle. Alors, je crois que c'est Eric qui en parlait tout à l'heure. On avait effectivement, il faut énormément contrôler l'entreprise, ne pas hésiter à mettre des doubles contrôles. Didier en parlait tout à l'heure également. Il faut bien entourer de précautions. La trésorerie, c'est quelque chose qu'il faut suivre comme le lait sur le feu au Brésil.
Et là, encore une fois, on peut se faire accompagner. Et là, franchement, je trouve que c'est vraiment mieux de se faire accompagner par des établissements financiers, bancaires, européens, parce qu'on les connaît déjà. On travaille avec eux depuis très longtemps. On citait le Crédit Agricole tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Et puis, bien sûr, Altios et toujours en backup, hein, BPI et Business France qui sont quand même là pour toutes ces problématiques de déploiement de nouveaux marchés, de compréhension de ce qui se passe sur place. Et puis pour nous, dans une deuxième étape, on n'est pas encore arrivé là, donc on a très bien réussi l'intégration, puisque maintenant ça fait 4 ans, donc on a très bien réussi cette intégration. Et puis dans les années à venir, ça va être les questions de savoir comment on peut être présent grâce à cette base sur place pour rayonner sur l'ensemble de l'Amérique du Sud. Et ce qui est vraiment, alors peut-être quelque chose qui me tient à cœur de partager avec vous, c'est que quand on a ensuite une équipe sur place, son équipe, une filiale hein, avec des Brésiliens, ce sont ensuite les Brésiliens qui vont parler à d'autres Brésiliens sur le terrain, des clients, des partenaires, l'administration. Et sincèrement, quand les Brésiliens parlent entre eux, c'est aussi un accélérateur de croissance. Voilà quelques mots sur effectivement cette réussite aujourd'hui pour nous et vraiment ce grand plaisir qu'on a à travailler avec le continent sud-américain. Merci Stéphane. En conclusion, vous l'avez compris, il y a des spécificités en Amérique latine. Les cibles, les sociétés cibles sont souvent des PME familiales. Il faut les approcher avec beaucoup de doigté, beaucoup de finesse. Ce sont des entreprises de culture, j'ai presque envie de dire, de l'Italie du Sud, des entreprises paternalistes. Les états financiers ne sont pas communiqués facilement. Les notions d'EBITDA ne sont pas connues. Et tout cela complique les négociations. Et il est essentiel de gagner la confiance du vendeur parce qu'un Sud-Américain, il ne se contente pas de vendre son entreprise. On l'a bien vu au moment du rachat d'Apis-Flora. Un Sud-Américain, un Brésilien également, bien évidemment, il confie son Apis-Flora, c'est notre filiale, Didier Koch, il faut préciser pour effectivement. Voilà, tout à fait. Et donc, on l'a bien vu lors de l'acquisition que vous avez faite de Apis-Flora, le chef d'entreprise brésilien, il ne se contente pas de vendre, mais il confie également son entreprise. Voilà, donc l'Amérique latine est une zone qui offre beaucoup d'opportunités en matière de croissance externe, mais c'est une région complexe. Et donc, soyez bien entourés et bien préparés pour que le projet soit une réussite. Merci à tous. Un grand merci pour ce témoignage, Monsieur Lenning, passionnant. Il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. On s'est engagé à tenir 1 heure pour pas vous bloquer plus. Alors, on a déjà des questions. N'hésitez pas à continuer à alimenter le chat pour qu'on vous les transfère. J'en ai une pour Monsieur Boitin qui vient d'allumer sa webcam. C'est très bien. Quels sont vos enseignements pour réussir la phase post-acquisition au Brésil? Parce qu'on a compris dans votre témoignage que c'était une phase primordiale, extrêmement importante. Bon, il y a des mots, on salue nos amis brésiliens qui nous écoutent. Il y a certains mots un peu forts, bon, ça existe dans beaucoup de pays, mais voilà, comment neutraliser les risques qu'on peut avoir dans cette phase et pour vous, quels sont du coup les conseils pour réussir cette phase? Alors, effectivement, c'est une excellente question. Merci, j'en ai plusieurs. Je pense que le plus important, c'est de préparer sa propre entreprise à ce projet. Il ne faut pas que ce soit que le projet du dirigeant de l'entreprise, que ce soit Serap ou une autre. Il faut que ce soit aussi le projet de la gouvernance de l'entreprise française et de ses cadres, de ses salariés, je dirais. Parce que derrière, pour que ça réussisse, il faut mettre en place des ponts, des ponts transversaux d'échange de bonnes pratiques, d'entraide, de conseils entre les fonctions, le commercial, la R&D, la production, les achats, la qualité. Toute mon équipe de direction défile régulièrement au Brésil pour aider le dirigeant qu'on a recruté là-bas et son équipe à progresser. Donc il faut leur faire apprendre l'anglais aussi. Donc formation d'anglais des équipes là-bas.
On a mis en place un VIE en contrôle de gestion pour apprendre les bonnes pratiques aux équipes là-bas. Et on en est au 3e depuis 4 ans là. Donc ça, c'est un poste clé aussi pour amener la culture de la gestion à la française dans un pays qui a une autre culture sur ce plan-là. Ça, c'est bien. Et puis aussi, aux collègues brésiliens, leur expliquer au départ quel est le projet de l'entreprise qui achète. Pourquoi on vous achète? Qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Et on leur a mis en perspective notre ambition à long terme. Et je pense que ça a bien aidé à faire que sur le plan humain, ça marche, quoi. Et aujourd'hui, on récolte les résultats économiques de tout ce travail-là. Voilà. Maintenant, une question plus pour vous deux, Monsieur Boitin, Monsieur Lenning. Quelles sont vos prochaines étapes en Amérique latine? Vous avez commencé par le Brésil. On a compris que c'était une réussite, que les choses avançaient. Quelles sont les prochaines étapes maintenant, les prochains challenges? Alors, je vais commencer peut-être, ouais, les prochains challenges, en fait, ils sont vraiment à court terme sur le Brésil, puisque vous l'avez compris, en fait, on va finalement intégrer notre gamme de santé humaine et la faire fabriquer dans les usines, en fait, de la cible de cette filiale aujourd'hui, donc Apis-Flora. Donc, c'est aussi pour eux un développement, en fait, de production, un développement par les équipes sur place. Nous allons effectivement introduire la gamme de compléments de produits d'additifs sensoriels en santé animale. Et puis ensuite, pour la suite, effectivement, les différents pays seront passés au crible, probablement Chili, Argentine, dans un process aussi qui sera pour nous l'occasion de voir quelles sont les prochaines étapes. Alors après, effectivement, il y a des pays qui sont plus ou moins en difficulté. Le Brésil, je trouve, a cet avantage de cette récurrence, en fait. Hein. C'est un pays dans lequel il y a des hauts et des bas, mais en fait, il y a vraiment une sorte de stabilité à la fois institutionnelle, à la fois économique. Le Brésil sait rebondir. Et puis, alors Richard Gomez en parlait tout à l'heure, le Brésil, comme d'autres pays sud-américains, c'est un pays où on consomme. Donc nous, le groupe Lenning, on a des produits qui s'adressent au consommateur final, au grand public. Donc ça va être effectivement ces étapes-là qui vont être pour nous les plus importantes maintenant. Eric? Oui. Donc en ce qui nous concerne, donc notre filiale là-bas, Plurinox, avant qu'on l'achète, elle ne vendait ses équipements qu'au Brésil. Donc on a commencé à lui faire exporter les machines qu'elle fabrique dans d'autres pays d'Amérique latine et on va continuer. En fait, Plurinox était le numéro 3 au Brésil sur son savoir-faire. On va en faire le leader de l'Amérique latine. Félicitations. Alors, encore une question. Comment pensez-vous que les négociations se font entre les Français et les Brésiliens? En effet, nous avons vu que les mentalités, la culture et les pratiques sont différentes, mais comment négocier et les mettre en confiance? Alors là, c'est très français parce que la question continue en nous disant autour d'un verre de vin en France, entre parenthèses, gastronomie, cuisine, etc. Mais comment est-ce que ça se passe là-bas? Alors peut-être, je peux peut-être prendre le micro pour commencer, si vous voulez bien. C'est vrai que alors il y a une distance parce qu'effectivement il y a une autre culture, mais malgré tout, j'allais dire, il y a cette connivence qu'on peut retrouver aussi d'un point de vue culturel avec les Latins, voilà, pour se détendre autour d'un verre. Donc, c'est vrai que pour nous, ça a été important d'avoir des moments aussi où on travaille, des moments où on va avec eux pour finalement se connaître différemment. Et puis, à un moment donné, dans ces, j'avais dit, voilà, le process a été assez long hein, pour nous, plus de 2 ans en fait hein, de process. Et à un moment donné, on a trouvé aussi un déclic qui a semblé intéressant. Didier en parlait tout à l'heure. Donc, effectivement, quand un chef d'entreprise vend, il confie aussi son entreprise. Il n'y a pas seulement la dimension économique. Et ce qu'on a fait, en fait, on les a invités en France pour voir nos installations et pour aussi voilà, nous découvrir dans notre sérail, j'allais dire, sur notre terrain, voir comment on interagissait avec nos collaborateurs.
Ça, je me souviens, voilà, on leur a fait visiter le plus grand site de production et ils avaient été interpellés parce qu'ils se sont dit effectivement, eux, ils avaient une culture très familiale et puis ils étaient pas très rassurés en fait de voir que voilà, moi je connais tout le monde dans les ateliers, je passais, il y a des voilà, il y a un relationnel et puis ensuite voilà, on a aussi pu avoir des moments de détente en France et puis ils ont visité voilà la région, ils sont allés dans le coin en Alsace pour découvrir aussi les bienfaits culinaires. Donc il y a une sorte de voilà, ça a joué énormément et ensuite il y a une confiance en fait parce qu'ils ont vu qu'on était comme eux en fait. On n'était pas seulement un point sur une carte très très loin situé qui allait finalement ouvrir une ligne de crédit pour racheter leur entreprise. Je dirais dans le même sens, hein, effectivement, déjà pour moi, le dirigeant, je vais régulièrement visiter nos équipes là-bas, 2 à 3 fois par an, une semaine à chaque fois. Et c'est important de passer du temps avec eux, de déjeuner ou dîner avec les cadres de l'entreprise. Donc, avec tous ceux qui parlent anglais, bon, j'ai pas eu le temps d'apprendre le portugais, échanger et même de façon informelle. Ça, c'est très important. Et recevoir aussi en France les cadres de l'entreprise brésilienne, les inviter régulièrement. Ce qu'on met en place maintenant, c'est par exemple un séminaire achat. Tous les acheteurs du groupe Serap se rencontrent ensemble, ils passent une semaine ensemble en un endroit. Hein, une fois au Brésil, une fois en Inde, une fois en France. On fait pareil pour les équipes commerciales, la partie R&D. Ils se voient plusieurs fois par an aussi, sauf cette année à cause du Covid, mais j'espère bien que ça va reprendre après. Et ça, c'est important de créer du lien entre les gens. Très bien, un grand merci. Un grand merci à tous les deux pour ce témoignage très très intéressant. Je vais juste conclure, enfin je conclurai derrière, mais une phrase de Monsieur Lenning, le Brésil sait rebondir. On a beaucoup parlé du Brésil ce matin parce que c'est vos deux expériences. Notre initiative, elle couvre l'Amérique latine. Je dirais que l'ensemble des pays d'Amérique latine savent rebondir. Ce sont des pays d'une résilience incroyable avec des gens qui connaissent ces difficultés, qui savent les surmonter. Donc effectivement, on a un continent qui sait rebondir et dans lequel on a confiance. Un immense merci. J'ai une dernière question et celle-là, elle sera plutôt pour Richard Gomez. C'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent dans les temps actuels. C'est pour toi, Richard, quel est l'état des lieux et quelles sont les perspectives des VIE-VIA en Amérique latine pour 2021? C'est intéressant et c'est vrai qu'il faut apporter une réponse. Alors, sur l'Amérique latine, aujourd'hui, seul le Mexique permet effectivement d'envoyer un VIE demain. Donc, le Mexique est totalement libéré, donc permet à n'importe quelle entreprise d'envoyer un VIE. On a d'ailleurs, c'est le premier pays d'Amérique latine en nombre de VIE. Sur 2021, sur la fin de l'année 2020, on espère que l'ensemble de l'Amérique latine soit libéré, on va dire, pour un envoi de VIE. Donc ça, c'est ce qu'on travaille là-dessus. Et a priori, encore une fois, on attend effectivement plutôt des bonnes nouvelles dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et puis sur 2021, j'ai surtout des très 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 bonnes nouvelles. C'est-à-dire que la mise en place du plan de relance export qui a été validé donc en haut lieu, donc par le gouvernement français, permet d'envoyer des VIE en moins cher puisqu'ils seront sur les 2 premiers VIE qui seront envoyés. Il y aura 5 000 € de ristourne, on va dire, ou d'offres du gouvernement français. Donc, l'entreprise paiera 5 000 € par VIE, donc en moins, et encore une fois dans une limite de 2. Ça fait partie d'un plan de relance qui est beaucoup plus ample et beaucoup plus, je dirais, qui touche aussi non seulement la partie VIE, mais aussi la partie export, puisque une entreprise française qui fera appel effectivement à des services, qu'ils soient de Business France ou qu'ils soient d'un opérateur privé, pourra bénéficier d'un rabais effectivement et d'un chèque relance export entre 1 500 et 2 500 €, là aussi en fonction du type de prestation. Et ça, c'est valable sur l'ensemble de l'Amérique latine, donc dès le mois de janvier. Donc plutôt bonne nouvelle sur le VIE. On attend la libéralisation totale et on est plutôt optimiste puisque le Mexique a été libéré. Et très bonne nouvelle sur 2021 puisqu'encore une fois il y a cet avantage de financement. Et puis plus grande nouvelle en général et sur la dimension export sur la zone Amérique latine et donc le type de prestations encore une fois notamment sur la croissance externe
fera logiquement partie de ce genre de chèque export dont bénéficieront les entreprises. Donc c'est un argument de plus pour les entreprises pour vous intéresser à l'Amérique latine. Un grand merci Richard. On va conclure, on arrive à l'heure comme promis. Un grand merci à tous pour vos écoutes, vos questions. Nos prochaines étapes sont donc la tournée fin janvier, tournée importante qu'on va organiser dans les régions en France. On espère vous voir nombreux, évidemment. Je remercie particulièrement toutes les équipes qui ont œuvré depuis le début de cette initiative qui ne fait que commencer, qui ont su mobiliser, fédérer. Une pensée particulière aux acteurs de l'initiative pour les longues discussions sur le sujet et pour la jeunesse du projet qui a vu le jour un soir un peu plus long que les autres après une journée de mauvaises nouvelles où nous demandions ce qu'on pouvait faire de plus pour les entreprises françaises. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose à travers cette initiative, c'est vraiment d'avoir accès à la meilleure expertise, au meilleur accompagnement dans une initiative cohérente, complète, efficace. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si cette initiative a vu le jour, c'est grâce à vous, grâce aux entreprises françaises, aux entrepreneurs qui tous les jours bougent les lignes, qui sont un exemple de dépassement de soi. Vous nous tirez vers le haut et on essaye de se mettre à votre hauteur. Donc c'est pour ça qu'on crée des choses comme ça. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne fin de semaine, beaucoup de courage et d'énergie dans les jours à venir et soyez assurés de notre mobilisation et notre soutien pour vous. Bonne soirée et à bientôt. Bonsoir.